Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers amis de la presse, s'il y en a bien sûr, souvent ils sont un peu discrets. Bonsoir. Je suis Sostène Mbela, le président de la plateforme Pilux. Je vous salue premièrement et un grand merci à vous de vous joindre après les vacances d'été à la nouvelle table ronde dédiée à l'éducation, la migration, l'intégration. L'ascenseur social est-il en panne? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Pour Pilux, nous sommes une plateforme qui dédie ses réflexions et ses engagements à l'immigration et à l'intégration au Luxembourg. La thématique de l'éducation, migration et intégration nous interpelle. Dans ce pays polyglotte par excellence, dans lequel pas moins de 170 nationalités se côtoient au quotidien, sans compter la présence de plus de 210 000 frontaliers, nous vivons quasiment dans un laboratoire permanent. Dans ce laboratoire, nous réalisons des constats sans cesse répétés. Il convient surtout de réfléchir sur les solutions les plus adéquates, qu'il faut sans cesse inventer, innover, réinventer, imaginer, développer et mettre en œuvre pour répondre à l'ensemble des défis qui se posent, à l'ensemble des inégalités qui s'opèrent tant au niveau scolaire, professionnel, au niveau politique et au niveau sociétal. Dans ce contexte, notre pays est à la croisée du vivre ensemble interculturel, tant au niveau des habitants qu'au niveau des décideurs politiques. Nous devons rester modestes. Nous n'arriverons pas en une soirée à faire le tour des questions liées à l'éducation, à la migration et à l'intégration. Mais je fais le pari que nous prendrons le temps d'avoir un débat sans langue de bois, un débat instructif, un débat inclusif. Je tiens à remercier l'œuvre Grand-Duchesse Charlotte pour les subsides. Je tiens aussi à remercier la Chambre des salariés pour son soutien de toute forme. Merci à sa présidente, Nora Balk. À la fin, il y aura un verre d'honneur qui nous sera offert par la Chambre des salariés et nous aurons l'occasion de prolonger en coulisses notre débat. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne conférence. Sans plus attendre, je vais donner la parole et le micro à M. Joe Gomez qui va assurer la modération. Vive le Pilux ASBL. Je te remercie, Sostène. Donc, Sostène l'a mentionné, donc mon nom c'est Joe Gomez. Je suis membre Pilux et c'est dans la fonction-là que je suis là. Je suis aussi secrétaire central adjoint à l'OGBL. Mais effectivement, donc, en tant que membre, je pourrais assurer la modération et je voudrais aussi vous présenter le panel qui est avec nous ce soir. Et je vais commencer, si vous me permettez, avec à mon extrême gauche, Madame Annick Mendelush. Donc désolé pour avoir écorché le nom, et qui est étudiante du bachelor en Business Administration à l'Université de Luxembourg. Donc je reste chez les dames, à mon extrême droite. Donc nous avons Madame Elisabeth da Silva, qui est directrice adjointe de l'École internationale de Differdange, Esch et Chifflange. Donc il y en a deux autres qui vont venir, hein, peut-être que c'est pour vous aussi.
Voilà, donc je continue quand même à ma droite. Donc j'ai M. Marco da Costa Rivera, qui est directeur du service de l'intégration et de l'accueil scolaire au ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse. Voilà. Et à ma gauche, j'ai donc M. le député, vice-président de la commission de l'éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse à la Chambre des députés, M. Paul Gallas. Voilà, donc c'est le panel qui sera avec nous et qui va débattre du rapport qui avait été commandité par le MEN. Je vais vous faire aussi une petite introduction, parce qu'on devait avoir un des professeurs qui avait travaillé sur le rapport, M. Thomas Lenz, qui devait venir. Je vais vous présenter moi le rapport. Donc le rapport n'a pas été rédigé par moi, j'ai pris quelques notes, et ça sera donc la base de la discussion par la suite. Donc le ministère de l'Éducation nationale, à travers le service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogique et technologique, donc le SCRIPT, conjointement avec le Luxembourg Center for Educational Testing, le LUCET, ont engagé un travail sur le système éducatif du Grand-Duché dans son intégralité. Le SCRIPT, juste pour vous situer les deux acteurs, est un acteur principal qui travaille au développement de l'éducation au Luxembourg. Il a pour mission de promouvoir, de mettre en œuvre et de coordonner dans l'ensemble du système éducatif luxembourgeois les initiatives et la recherche visant l'innovation pédagogique et technologique. Il vise aussi le développement de la qualité au niveau du système éducatif et dans le domaine des pratiques pédagogiques, ainsi que la documentation et la production audiovisuelle. Donc c'est le rôle du SCRIPT. Et le LUCET est un centre de recherche sous la tutelle de l'Université de Luxembourg, rassemblant différents niveaux d'expertise en matière d'évaluation et de tests à grande échelle dans les environnements d'apprentissage multilingue et technologique. Donc l'idée du rapport est basée sur la recherche et le développement en matière de mesures d'éducation. Ceci afin de faciliter la prise de décisions basées sur des données probantes en matière d'éducation équitable et de qualité pour les étudiants luxembourgeois. Le rapport sur l'éducation au Luxembourg 2021 est un des trois rapports et il décrit donc le système éducatif du Grand-Duché dans son intégralité et pose un regard analytique sur les opportunités et les défis auxquels il se voit actuellement confronté. Il s'adresse aux décideurs en matière de politique éducative, aux acteurs de l'administration et de la pratique éducative, mais en particulier au public intéressé. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le troisième rapport, et comme dans les éditions de 2015 et de 2018, le rapport rassemble des contributions de diverses disciplines, par exemple la pédagogie, la psychologie, la linguistique et la sociologie, et donc ils sont coédités par le SCRIPT et par l'UCET. Ce rapport national sur l'éducation est le fruit, comme je l'avais dit, d'un projet mené par Thomas Lenz, Suzanne Bach, Sonja Hugen et Antoine Fischbach du LUCET, qui se sont donné comme priorité de savoir si l'enseignement luxembourgeois était prêt pour l'avenir. La numérisation et l'éducation au développement durable se sont retrouvés au cœur de leurs réflexions et ont été la pierre angulaire du rapport. Donc il a été constaté dès le départ que les baisses de performance concernant les élèves luxembourgeois, les élèves luxembourgeois issus de foyers socio-économiques défavorisés que leurs homologues issus de familles favorisées. Sans aller dans le détail des cycles de l'enseignement, dont le fondamental, un constat doit être tiré, c'est celui qu'un contexte socio-économique et linguistique des élèves continue d'influencer leur parcours scolaire de façon déterminante. Le fossé social se creuse dans le système social luxembourgeois, car le système éducatif actuel n'apporte pas les réponses adéquates à la diversité sociale du pays. Et à titre d'exemple, dans une large mesure, on continue encore de miser sur une seule alphabétisation en allemand, alors que la population scolaire multiculturelle n'est qu'insuffisamment préparée à l'acquisition des compétences écrites dans cette langue étrangère qu'est l'allemand. Alors que les écoles publiques internationales permettent de proposer une offre linguistique différenciée, il y aura lieu d'observer à l'avenir si et dans quelle mesure ces écoles parviennent à gérer la diversité avec succès. Il est à relever que dans le présent rapport de 2021, les écoles européennes n'ont pas été incluses et n'ont pas été consultées. Ça va être le cas dans les études qui sont menées actuellement. Et dans le prochain rapport sur l'éducation, il fournira les premières conclusions fondées empiriquement à cet égard aussi. Même s'il ne touche que des groupes ciblés pendant une période déterminée, il reste important de mettre les enseignements et conclusions tirés de tels projets à la disposition des responsables de la politique éducative, des commissions, des programmes et d'autres parties prenantes, afin qu'ils puissent intégrer dans le processus
de longue haleine et complexe de la conception de nouveaux programmes en vue d'atteindre l'ensemble des apprenants de manière durable. La politique éducative au Luxembourg se veut fondée sur une approche holistique et participative. C'est justement l'innovation qui est la clé, qui caractérise le concept holistique d'une éducation de qualité répondant aux défis du monde aujourd'hui. Un environnement éducatif raisonnant durable, promouvant l'innovation, ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités, quitte à devoir surmonter des obstacles et mentalités systémiques et parfois obsolètes afin d'atteindre les objectifs souhaités. Si on fait un tour d'horizon au niveau de l'enseignement précoce et fondamental, le contexte socio-économique et linguistique des élèves exerce une influence prépondérante sur leur parcours scolaire. Les performances des élèves, qui ne parlent ni luxembourgeois ni allemand à la maison, et issus de familles socialement défavorisées, se dégradent dans les compétences scolaires analysées pour l'ensemble des cohortes. Les résultats actuels montrent que le système éducatif luxembourgeois ne tient pas compte de la diversité sociale du pays. Le système continue à miser largement et de manière unilatérale sur une alphabétisation en langue allemande, tandis que la population scolaire multiculturelle et de plus en plus multilingue n'est préparée que de façon insuffisante à l'acquisition de la lecture et de l'écriture dans une langue étrangère, comme je l'avais mentionné, qui est l'allemand. Donc, dans le rapport, on vient de constater, par ailleurs, que la mesure des allongements de cycle ne rencontre pas le succès escompté dans le fondamental, en termes d'apprentissage, mais entraîne au contraire des désavantages supplémentaires, puisque les retards de performance existants ne peuvent pas être résorbés par une année de scolarisation supplémentaire. À noter que la motivation des élèves prend aussi un grand coup et donc ne porte pas à considérer que les allongements sont un succès. Ceci confirme que le système éducatif national souffre d'un problème général au niveau de la performance et de l'égalité. Il ressort du rapport que la majorité de la population scolaire luxembourgeoise présente des performances générales insuffisantes, étant donné que les résultats des élèves ont tendance à baisser entre les cycles 2 et 3 et que le cadre structurel est amplificateur des disparités existantes. Les parcours scolaires au Luxembourg sont prédéterminés très tôt. Ainsi, il est indispensable de mettre en place des interventions ciblées et de procéder à des changements structurels, notamment par des modifications du plan d'études pour les premières années d'enseignement, qui sont les 2 premiers cycles d'apprentissage de l'enseignement fondamental. Pour le secondaire, il ressort d'une comparaison portant sur les 10 dernières années que la proportion d'élèves orientés vers l'enseignement supérieur classique a d'abord diminué, puis n'a cessé d'augmenter et a de nouveau connu un léger recul au cours de la dernière année analysée. Donc le taux d'élèves dans l'enseignement classique est plus élevé dans le centre du pays. L'orientation vers l'enseignement général a également diminué de façon proportionnelle dans un premier temps, mais a ensuite augmenté pour atteindre près de 50% à la rentrée 2019-2020. Un tableau inverse se dessine en ce qui concerne la proportion d'enfants orientés vers le régime préparatoire. L'année 2019-2020 enregistre le pourcentage le plus bas, soit à peu près 12%. On observe donc un revirement de tendance avec un pourcentage passant de 15 à 12 après l'année scolaire 2016-2017, qui était celle de référence. Cette évolution pourrait être liée à la réforme de la procédure d'orientation, ayant pris effet pour la première fois à la rentrée 2017-2018 et qui confère davantage de points à la vie des parents. Pour rappel, avant, la commission d'orientation décidait elle-même de qui passe ou qui ne passe pas. Actuellement, il y a un plus grand dialogue et donc les parents sont toujours consultés. Même si dans les faits, la décision des parents n'incombe pas beaucoup. Si jamais il y a divergence, les parents pourraient exprimer le souhait plus tard ou alors réclamer et avoir un deuxième avis. Une autre étape charnière dans le système scolaire luxembourgeois, revêtant une importance essentielle pour la suite du parcours éducatif et professionnel des adolescents, est la transition vers l'enseignement secondaire supérieur. Donc ceux-ci ont lieu à la 5e ou 4e année au sein de l'enseignement général et à la 4e, à la 3e année au sein de l'enseignement classique. L'orientation dans l'enseignement général présente une importante particularité parce que les jeunes sont orientés vers des types d'enseignement avec différents niveaux d'exigence. Et d'autre part, le moment est venu pour ces élèves de choisir une section professionnelle au sein de ces cursus. L'existence d'inégalités de performance scolaire des enfants selon l'origine sociale des parents
est un phénomène pratiquement universel. Les élèves issus des familles les mieux dotées socio-économiquement réussissent généralement le mieux à l'école, alors que les enfants de familles modestes ont souvent plus de difficultés. C'est un constat de Bourdieu et Passeron qui date de 1964, donc c'est pas un nouveau. Une analyse portant sur les années 2012-2013 à 2019-2020 met en lumière une forte stabilité de ces différences. Dans l'enseignement général préparatoire, le tableau complémentaire se dessine. Les élèves issus de milieux socio-économiquement défavorisés, ils sont surreprésentés, et celles et ceux issus de milieux socio-économiquement favorisés, sous-représentés. Là encore, loin d'une réduction des inégalités, la tendance est à la stabilité. Une première conclusion, c'est que la situation actuelle est un défi pour les politiques d'intégration. D'une part, il signifie qu'une partie importante des nouvelles générations du pays pourrait avoir des difficultés particulières et durables d'insertion professionnelle. Surtout, nous avons établi ici des faits en termes de différence de résultats à des tests scolaires, mais il est difficile d'en déterminer précisément les causes. S'agit-il de difficultés linguistiques spécifiques, d'un faible investissement des familles, d'une motivation réduite des élèves? Ceci résulte-t-il d'une impression ressentie par les élèves de ne pouvoir vraiment progresser, d'un manque de modèle de succès scolaire ou encore d'un sentiment de discrimination? La charge cognitive impliquée par l'apprentissage d'un nombre trop élevé de langues peut représenter un handicap considérable. Il faudrait donc envisager plus de souplesse et de diversité dans le choix des langues et, pour la même raison, le développement de nouveaux lycées pour un groupe cible, non limité à la migration dorée, est certainement une bonne chose pour promouvoir une telle flexibilité, mais à condition d'offrir des débouchés scolaires et professionnels satisfaisants. Il faut donc certainement réfléchir à une plus forte différenciation des contenus des connaissances et des langues d'enseignement, de façon à intégrer différents groupes cibles et à se donner des objectifs réalistes de réussite scolaire de groupes les plus fragiles. Donc, juste pour dégager 4 conclusions principales, et puis on vient à la table ronde. Tant avant qu'après la modification de la procédure d'orientation, il n'y a globalement que peu de divergences entre l'orientation et le souhait des parents. Si l'on tient uniquement compte des données analysées, les décisions de passage vers le secondaire paraissent plus unanimes après la réforme. Toutefois, il n'y a que peu de changements concernant le placement des élèves dans les diverses filières de l'enseignement secondaire. La recommandation d'orientation de l'école est manifestement mieux communiquée aux parents, lesquels se tournent désormais moins fréquemment vers la commission d'orientation. Reste à se demander dans quelle mesure les entretiens d'orientation entre enseignants et parents prennent une tournure différente selon les différents groupes d'élèves, en fonction de l'origine sociale par exemple. Même si les performances scolaires constituent le facteur le plus déterminant dans l'orientation d'un élève vers l'une ou l'autre filière de l'enseignement secondaire, des facteurs indépendants de la performance continuent d'exercer une influence. Toutefois, on peut se réjouir du fait que les inégalités ne soient pas creusées, même si du point de vue des chercheurs, une participation accrue des parents à la décision d'orientation pourrait avoir pour conséquence d'aggraver les inégalités. La réforme a ici indéniablement davantage entraîné une meilleure communication de l'orientation en famille plutôt qu'une plus grande prise en compte du souhait des parents dans la décision d'orientation. Dernier point, c'est dans l'ensemble en 7e, classe de 7e comme en 9e année, la classe de 5e, le Luxembourg affiche une certaine constance en matière de discrimination à l'encontre de groupes dits à risque au cours des dernières années scolaires. En résumé, le système éducatif du Grand-Duché, des réformes plus globales s'imposent manifestement pour pouvoir mieux remédier aux inégalités scolaires. Non. Ce qu'il n'y a pas dans le rapport, ce que je n'ai pas trouvé, c'est qu'il n'y a pas eu d'analyse effectivement sur la mobilité sociale au niveau du secondaire vers l'universitaire. Et il n'y a pas non plus de résultats universitaires vers la vie active. D'autres études, comme en France, ont prouvé qu'effectivement, après 3 ans, les groupes favorisés ont plus de chances de réussir que les familles sociaux défavorisées, et ce, avec des diplômes identiques. Donc, il y a d'autres études qui sont faites en France où on analyse un peu plus en détail. Au Luxembourg, il faut dire que c'était plus dans l'éducation durable et digitale que cette étude a été commanditée, même si dans certaines parties, l'étude s'est fondée plus sur des modèles issus de la migration portugaise et ils se sont concentrés plus là-dessus, sur des élèves-là, pour
montrer plus en détail l'alphabétisation en allemand et non pas étendu vraiment l'enquête à un plus large panel migratoire. Donc ça, c'est les éléments de l'enquête. Donc j'espère que je l'ai mieux présenté que le Dr Lenz, je ne crois pas, mais ça c'est l'introduction et l'analyse de l'enquête qui a été menée par le script et par l'UC. Dans ce contexte, donc on lance directement la table ronde et je vais demander donc à monsieur Dacosta Oliveira, dans une petite intervention, on va essayer de rester dans 2 minutes à 3 minutes. Est-ce que vous arrivez aux mêmes conclusions que ce rapport ou est-ce que vous avez d'autres éléments à rajouter? Qu'est-ce que vous pouvez dire davantage? Je mentirais si j'irais à l'inverse du rapport de l'éducation, donc les mêmes conclusions, les mêmes états, on a le même chiffre aussi. Par contre, ce que je peux additionner, c'est au niveau des écoles internationales, mais ma collègue pourra vous l'expliquer plus tard, on a quand même des résultats. Il y a quand même d'autres résultats qui devraient être analysés dans le futur. Donc il y a certes aussi déjà le passage fondamental secondaire. Comme je faisais partie aussi de la commission d'orientation, je sais vous dire que dans les 5 dernières années où j'étais membre, j'ai été appelé une seule fois. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de discussion à ce niveau-là, au passage fondamental secondaire. Et certes, la communication marche mieux avec les parents. Ce que moi je vois en sus, c'est qu'il y a un manque d'information. Ce manque d'information, quand on parle de milieux favorisés ou défavorisés, c'est souvent les milieux défavorisés qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas le système, ne savent pas quel poids ou quel rôle ils jouent dans ce système-là. Donc difficilement, c'est aussi une population qu'on essaye à travers le service où je suis directeur d'atteindre, mais qui reste toujours difficile à atteindre et où on essaie d'expliquer tout le système. Là-bas, le système est certes compliqué, très compliqué, le système luxembourgeois est très complexe, mais connaître et savoir réagir en fonction permet aussi de prendre des décisions un peu plus éclairées et savoir qu'on peut jouer avec. Je profite juste de l'occasion aussi pour vous dire que, et j'ai mes collègues qui sont ici, rien qu'au niveau de... Quand on parle de langue, on parle souvent des langues des enfants, on oublie que les parents, beaucoup, ne parlent pas les langues non plus. Donc ils ont déjà du mal à parler avec un enseignant, ils ont du mal à comprendre le système qui est très compliqué. Et donc tout ça, ça porte un plus encore. Moi je dirais qu'il y a même un niveau culturel. Parce qu'on travaille avec différentes cultures, on sait que certains vont dire tout simplement mais c'est la charge de l'école de faire ça, donc si l'enseignant dit que c'est correct, c'est correct. Je ne vais même pas y discuter. C'est aussi d'un point de vue culturel qui joue avec. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la communication, il y a des choses qui se font, mais qui restent oubliées. On a des médiateurs interculturels qui sont là, qui peuvent aider, qui peuvent venir traduire, mais aussi vous expliquer le système, et qui sont là dans toutes ces démarches-là. Ils font partie du service. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont là derrière, pour la langue arabe, en tout cas. Donc il y a des possibilités, il y a des moyens que le ministère met en place. Maintenant, je vous l'accorde, c'est peut-être pas assez connu. Donc on fait la publicité, les enseignants savent, les lycées savent, toutes ces plateformes-là savent qu'il y a cette solution-là. Et ensuite, on parle des langues à l'école. On va y revenir peut-être un peu plus tard. L'alphabétisation actuellement se fait aussi dans certains lycées ou écoles primaires en français. Et la volonté politique est dans le futur, dans un futur très proche, c'est qu'on ait le choix de la langue d'alphabétisation, français ou allemand. On ne va pas scinder ces groupes. Ce n'est pas la volonté du ministre de scinder les groupes. Il veut que ces mêmes élèves soient dans la même classe, mais que le choix revienne à chaque élève ou à chaque parent de dire on va faire une alphabétisation en français ou plutôt en allemand. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau puisque ma collègue le fait déjà dans une école internationale. Quand on parle d'école internationale, souvent on dit lycée, mais on oublie qu'une école internationale, c'est en fait le fondamental et le lycée. Et la maternelle, merci. Des fois même la maison relais et la crèche. Donc il y a toute une offre derrière, donc il y a beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de possibilités aussi qui ont été ouvertes. On parle actuellement de 6 écoles internationales, le ministre parle d'en rajouter encore 3, donc pour augmenter et pouvoir justement
donc augmenter les capacités à ce niveau linguistique. Je crois que j'avais 2 minutes, mais je peux continuer. Mais... Non, vous avez dépassé, mais c'est très bien. Donc, parce que c'est l'idée, c'est de compléter et de voir. Je tiens aussi à préciser qu'il y a aussi 8 centres de compétences qui travaillent aussi donc, pour l'inclusion. Et il y avait aussi, pas que les centres de compétences, il y a aussi une agence pour la transition vers une vie autonome. Donc il y a 8 centres de compétences et une agence. Et donc c'est aussi un travail qui est fait de faire la publicité pour ces centres, même au niveau des professeurs dans la formation, parce que les centres ne sont pas connus de tous, malheureusement. Donc pour la même question que M. D'Acosta Oliveira, je pose aussi à Mme Annick Medeiros. Est-ce que vous avez aussi quelque chose à ajouter pour le rapport ou des précisions à apporter de votre côté? Bon, comme une personne... Merci. Bon, comme une personne qui a suivi le système scolaire luxembourgeois depuis 2017, quand le nouveau système a été formulé, bon, tout début, c'était très difficile de comprendre, oui. Mais comme ma professeure, elle parlait le portugais, elle savait nous expliquer. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour les parents, principalement, parce que nos enfants, plutôt avant 15 ans, ils ne pensent pas à qu'est-ce qu'ils vont faire après. Donc les parents, c'est très important qu'ils savent où l'enfant il va, qu'est-ce qu'il va faire, comment, qu'est-ce qu'il a besoin. Donc c'est très important pour la partie d'expliquer bien aux parents, de savoir dire où ou comment il peut arriver dans telle et telle classe, générale, classique, BI maintenant. Et pour moi, c'est ça la chose plus importante au début, avant la partie, le lycée. Merci beaucoup. Donc, on a rattrapé le temps. Non, merci beaucoup. C'est effectivement maintenant qu'il y a plus de communication. On demande l'avis des parents. Avant que c'était purement informel, seulement la décision a été prise. C'est vrai que quand on sait effectivement ce qui nous attend, on est un peu plus tranquille et on a plus facile à accepter le changement. La même question à vous, M. Paul Gall, est-ce que vous avez des points à rajouter ou à compléter? Oui, merci. Et merci d'abord pour la sensibilité d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour, parce que je crois qu'il est très très important, et peut-être vous avez vu les sites d'actualité sur la plus grande chaîne luxembourgeoise de télévision. Il y avait, je crois que c'était vendredi, une émission sur à la recherche de l'école parfaite. Et donc, c'est un historique de l'école au Luxembourg, ce qui est très intéressant de voir un peu les étapes que l'école au Luxembourg elle a prises. Et donc, ce que je vois, c'est que Sosten a dit, on est dans un laboratoire permanent pour la simple raison qu'on est dans une situation particulière, parce qu'on a quand même cette convivence, ce vivre ensemble de beaucoup de nationalités, de beaucoup de langues, et donc il faut le gérer. Il faut le gérer, et donc dans certaines années, décennies, on n'a pas très bien fait, et là on a l'occasion de bien faire ou de mieux faire. J'avais l'occasion, je veux le dire, aussi avec les jeunes, de discuter avec le professeur Lenz et Mme Backe sur ce rapport de l'éducation. J'avais fait avec les jeunes, ensemble avec les jeunes, pour bien savoir comment les jeunes voient leur propre situation, donc ça me parle beaucoup. Et là, dans cette discussion, on a beaucoup parlé de l'ascenseur social, en fait. L'ascenseur social veut dire, si on met la population d'une façon un peu artificielle en plusieurs couches, ou je ne sais pas dire, des différents groupes, qu'il n'y a presque pas de passage d'un groupe à l'autre grâce ou en dépit de l'éducation. Donc grâce à l'éducation, on pourrait donc passer d'un groupe à l'autre, d'une couche à l'autre, d'une classe à l'autre, mais je dis toujours, ce sont des termes théoriques. Hein, ce sont des termes que moi je n'aime pas du tout, classe, couche et ainsi de suite, mais c'est, dans la théorie, on les utilise, et c'est ça l'idée de l'ascenseur social. Et en ville, par exemple, on travaille aussi très bien avec le SIA pour informer le plus vite les parents sur les choix qu'ils puissent faire pour leurs enfants. Ce que je veux ajouter, dans une intervention à la Chambre des députés que j'avais faite sur la discrimination, on avait vu qu'une des catégories les plus importantes de discrimination, c'est l'orientation scolaire. Donc à un certain moment, il y a des facteurs
qui ne sont même pas secondaires ou tertiaires, qui prennent des décisions ou qui voilà, ont une prépondérance dans une décision et qui ne sont pas objectifs. Donc c'est une des catégories particulièrement importante et dangereuse de discrimination. On a aussi le projet Alpha qui veut déjà répondre à ce qui joue le rôle le plus important au Luxembourg. Je crois que c'est la forte exigence linguistique. Bien sûr, on essaye de se comprendre parce qu'on parle de communication, on parle du vivre ensemble, donc ça se passe à travers la langue, donc c'est clair, la langue elle sera le véhicule le plus important pour bien vivre ensemble au Luxembourg, et donc ce sera aussi le point le plus difficile à surmonter lorsqu'on est dans l'éducation, parce qu'il y a des enfants ou des jeunes qui ont des difficultés, disons, à l'école à cause de la langue. Et donc, le projet Alpha, il essaie déjà de résoudre. Donc, la ville de Luxembourg n'avait pas été demandée de participer, mais on suit de tout près l'évolution de ce projet Alpha, parce qu'on sait, en ville de Luxembourg, là je ne parle pas en tant que vice-président, mais je parle en termes d'échevin à l'éducation à la ville de Luxembourg, on sait que ce sera un énorme défi pour la ville de Luxembourg, parce qu'il faudra multiplier les classes, multiplier les offres et ainsi de suite, donc ce sera un défi énorme, mais je crois qu'il est juste, il faut le faire, et il faut offrir quelque chose aux enfants, en partant par le français, peut-être aussi en ajoutant d'autres langues par après. Mais et je reviens parce que j'ai fait beaucoup là, c'était pas très systématique ce que je viens de dire, pour revenir sur une réflexion plus systématique. Si on parle de politique, on essaye toujours de mettre ensemble deux choses. Et c'est le grand secret d'une bonne politique, c'est de bien mettre en équilibre les deux choses. D'un côté, la diversification de l'offre, donc toujours la diversification, s'orienter aux besoins de l'enfant ou du jeune, d'un côté, et de l'autre côté, la coopération, le vivre ensemble, comment ramener tout le monde dans une seule famille, dans une seule communauté. Et de bien garder cet équilibre, ça c'est le grand défi politique. Et il y a des années où on parle plus de l'un, il y a des années où on parle plus de l'autre. Et là, je crois, on a instauré tout un système de diversification qui est très lourd. C'est ce que le secteur me dit, il est très très lourd ce système. Donc il faudra l'alléger et de l'autre côté aussi créer les occasions pour mieux vivre ensemble. Mais je crois que de cela, on va en parler après, mais ce sont les premières remarques à ce sujet, au sujet de l'étude. Merci beaucoup pour le complément. Et donc je donne la parole à Madame Da Silva pour compléter le feedback. Merci beaucoup. Voilà, je vais essayer d'être très courte. Donc, compléter par rapport à ce qu'ont dit les interlocuteurs avant moi. Pour commencer, pour rebondir donc ce qu'a dit M. Galles, en effet, le documentaire qui est passé à la télé, quand il fait donc tout le parcours des écoles au Luxembourg, termine par une innovation qui a commencé en 2016. Donc nous, l'école internationale de Differdange, qui entre-temps n'est plus un projet, mais qui est dans sa 9e année. Je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il me faudrait 1 heure pour la présenter, mais simplement dire que cette diversification et l'égalité des chances et ascenseur sociale dans l'éducation existe. Il n'est peut-être pas méconnu encore auprès de beaucoup de gens ou de parents, mais il existe. Et pour revenir et a fait ses preuves, parce que dans ce rapport donc, que vous a présenté M. Gomez au nom de Thomas Lenz, il y a donc des constatations que dans l'école internationale à Differdange, donc la nôtre, nous avons déjà eu 2 baccalauréats, donc le premier l'année passée, avec un taux de réussite de 98,7, donc 98,7%, qui permet de dresser un premier bilan très positif de cette offre scolaire et qui, dans le même rapport, indique qu'il est donc sans doute l'innovation la plus importante de ces dernières décennies en matière de politique éducative, d'intégration et d'inclusion. Je voulais compléter simplement avant de donner plus de détails plus tard de notre école. Merci beaucoup. C'est justement ce que M. Galles disait, le projet Alpha, c'est le projet d'alphabétisation en français ou en allemand, ou
où monsieur D'Acosta Oliveira disait aussi justement que les classes sont mixtes. C'est ça le projet Alpha 1, c'est ça. Voilà. Bon. Ça, c'était donc le niveau du rapport, on a pu le compléter. Je tenais aussi à parler du rapport. Il y a aussi un fait, c'est que dans l'étude, comme j'avais dit, il s'était orienté effectivement sur des exemples d'origine portugaise. Et effectivement, le problème aurait été moindre si jamais on avait fait une alphabétisation en luxembourgeois. C'est juste qu'on apprend à la crèche à parler luxembourgeois, on apprend dans la rue à jouer avec les amis en luxembourgeois, on fait la Spielschule en luxembourgeois et on arrive cycle 2 et on apprend l'allemand, qui est une langue totalement étrangère. Et c'est là justement où les inégalités se creusent. Donc il faudrait voir aussi, enfin je ne sais pas s'il y a de la matière, mais une idée c'est peut-être de voir si c'est possible de faire une alphabétisation en luxembourgeois, mais bon là on va peut-être un peu trop loin. Et c'est là que justement ce rapport a montré que certaines inégalités sont créées et sont creusées. Donc, mais pour revenir au premier thème aussi de la table ronde, qui est la politique d'intégration, je voulais aussi poser la question, c'est comment est-ce que le ministère de l'Éducation nationale aborde, ou a mis en place, les recommandations de cette étude, puisqu'après chaque palier, ou donc chaque chapitre, ou chaque constat, il y a des recommandations qui sont faites par ces chercheurs. Quelles sont les perspectives d'une politique d'intégration aussi pour ces jeunes? Monsieur Polgaz en a parlé avant, mais du point de vue du ministère aussi. En général, quelles sont les perspectives d'intégration de ces jeunes? Et donc là, justement, je donne la parole à Marco D'Acosta Oliveira en premier. Je vais prendre le micro, voilà. Donc j'ai pris quelques notes tout à l'heure. Au niveau des politiques intégratives, on parle, en règle générale, l'étude en elle ne parle pas vraiment de la migration. Elle parle plutôt d'un arrière-fond migratoire, ça veut dire que les parents, ou respectivement les enfants, sont déjà ici, ou tout comme moi, ou Elisabeth, en arrière-fond migratoire. On parle de ces personnes-là. On ne parle pas forcément de ceux qui arrivent en cours d'année, comme il me semble Madame Medeiros, qui est arrivée en 2017. Donc c'est une toute autre population. À ce niveau-là, il y a des choses qui ont eu lieu. Il y a un service duquel je suis le directeur actuellement, qui a été créé le 14 juillet 2023. Ce n'est pas un service qui était inexistant, il existait déjà, mais il a été institutionnalisé pour pouvoir justement permettre une meilleure prise en charge. Je sais que dans le rapport sur l'éducation, il y a aussi mention de programmes plus individuels, plus individualisés, plus adaptés aux élèves. Tout ça, ça fait partie justement de la loi qui institutionnalise le service et aussi des possibilités d'être un peu plus précis et individuel au niveau des besoins. Donc on peut vraiment voir quels sont les besoins. On ne parle pas juste des besoins scolaires, on parle des besoins aussi d'intégration interculturelle et autres pour pouvoir justement permettre à ce que l'élève puisse continuer son parcours scolaire au Luxembourg, de préférence sans perdre une année scolaire, mais il puisse tout simplement progresser. Donc, je ne vous cache pas que le contexte luxembourgeois est très complexe. Quand on parle de 3 langues scolaires, plus l'anglais obligatoire, ça apporte toute une autre dimension à une scolarisation. On ne parle pas dans l'étude, il y a aussi mention de la Suisse, mais en Suisse, vous apprenez une langue. Si vous allez au Portugal, vous apprenez le portugais. Si vous allez en Espagne, c'est l'espagnol. Mais vous n'aurez jamais les 3 langues. Donc, ce qui fait un complexe, ou ce qui rend la situation un peu plus compliquée que ça. Maintenant, au niveau des politiques, ce qui est en place, ou ce qui a été pris en charge, je veux dire, on parle de l'alphabétisation, on parle du développement de l'offre internationale, on parle aussi, parce qu'on parle souvent de milieux défavorisés, il y a souvent aussi cette idée derrière des aides à l'enfance. On parle des crèches, on parle des maisons relais, où certes il y a une pénurie, où il est envisagé jusqu'à 2030 d'avoir quand même une place pour chaque enfant, justement pour éviter ces divergences. On parle de plan d'études, mais le plan d'études du fondamental est en train d'être élaboré, ou réélaboré. Ils sont en train de travailler dessus. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça va prendre son temps. Et on devra ensuite analyser la suite.
et voir si ça marche mieux ou pas. Je dis juste que le système scolaire luxembourgeois est très stratifié, et cette stratification fait en sorte qu'il soit très complexe, mais qu'il fasse aussi de la sélection. Et ça, c'est un modèle, on va dire comme ça, qu'on a hérité. Ce modèle n'existe plus pour les écoles internationales, puisque là, on parle d'un système un peu plus compréhensif, d'une voie unique. Mais même là, on a notre touche luxembourgeoise dedans, puisqu'on a aussi des voies de préparation aux écoles internationales. Mais la finalité ou les résultats sont tout autres que dans le contexte qu'on a actuellement ici. On parlait tout à l'heure aussi de la voie de préparation. Encore l'année passée, le ministre a vu les responsables des voies de préparation. Il a eu une longue discussion avec eux où on lui a fait part de difficultés qu'on retrouve aux voies de préparation. Ce qu'on retrouve, ce n'est pas juste des élèves de milieux, on va dire, défavorisés, mais il y a aussi d'autres soucis derrière. En règle générale, et tout à l'heure on parlait des 9 centres de compétences avec l'Agence pour la transition, mais justement, souvent il y a encore d'autres difficultés qui sont derrière. Ce n'est pas juste ce besoin-là. Actuellement, si on doit vérifier les chiffres, on a tout deuxième élève qui est en voie de préparation un plan individuel de formation. Donc il a un plan sur lequel on doit travailler. Donc ça donne une autre indication, c'est qu'il y a d'autres besoins derrière. Il y a encore d'autres soucis qui font que le système en tant que tel n'est plus adapté et qui va être changé aussi. Mais je sais aussi qu'il y a eu une discussion encore cette semaine aussi sur RTL, justement au niveau des centres de compétences. On disait qu'il y avait une pénurie. Mais là aussi, on est en train d'engager davantage, on essaye d'avoir le personnel spécialisé sur place. Je pourrais continuer à parler, mais je crois que ça me... Après, donc, il faut, juste pour compléter, c'est vrai que les centres de compétences fonctionnent tout à fait différemment qu'au départ, puis c'était eux qui faisaient leurs critères pour les diagnostics. Et maintenant, c'est le comité d'inclusion qui le fait déjà localement. Donc c'est déjà une autre approche qu'au tout début, malgré que les deux techniques sont très bonnes. Effectivement, il y a une forte demande et ça peut créer des files d'attente. Je vais quand même demander à Madame Da Silva une réaction par rapport à l'intervention de Monsieur Oliveira. Moi, je vais tout simplement témoigner de ce que nous, on a fait pour donner une réponse à cette diversification dans la ville de Differdange. En 2012, le gouvernement cherchait une réponse et un lycée, puisque Differdange était donc la 3e ville du Luxembourg à ne pas avoir de lycée. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 000 à 4 000 élèves, beaucoup d'élèves devaient partir à Esch ou en ville. Excusez-moi. Pour avoir une scolarité. Donc moi, à ce moment-là, je n'étais pas au pays, j'étais en détachement à l'étranger, mais mon collègue, donc M. Zenz, qui est le directeur de l'école internationale Differdange et Esch, a donc cherché un modèle pour justement répondre à cette offre, tout en gardant ce qui pour nous était très important, la qualité du multilinguisme qui est donc quand même l'étiquette que porte le Luxembourg vers l'extérieur. Et il s'est basé sur le modèle des écoles européennes, les programmes qui existaient déjà à Mamere-Kirchberg, mais qui sont des écoles complètement privées, donc la nôtre non, donc elle est accessible gratuitement à tout le monde, mais qui avait fait ses preuves en 70 ans. Et c'est pour ça qu'on a pris ce modèle-là pour mettre en place l'école. On a commencé en 2016 avec 142 élèves. 9 ans après, on se retrouve à 2359. Et on doit refuser, donc en fait, on ne peut prendre qu'un sur 3, tellement la demande est grande. Donc j'ai essayé de donner quelques chiffres, simplement pour dire qu'il y a quand même déjà des solutions et une réponse en plus de l'alphabétisation dont nous accompagnons aussi 2 écoles, à Chifflange et à Oberkorn. Donc à cette rentrée-ci, nous nous retrouvons avec 13,9% des élèves au Luxembourg qui sont scolarisés des écoles internationales publiques. Plus 2,5
tiers qui ne peuvent pas être acceptés. Sinon, en faisant le calcul, on serait déjà à 40%, dont ce que dit donc M. Oliveira, que le ministre a annoncé à son discours de rentrée que 3 autres étaient en planification dans le Sud. Vous m'interrompez, hein, parce que moi je peux continuer, j'ai encore 1 minute. Donc simplement pour dire qu'il y a quand même déjà une réponse à cette demande. Qu'est-ce qui est différent du système national public traditionnel, si on peut dire, que moi j'ai fait, donc le classique, et je pense que mon collègue aussi, c'est que nous gardons cette qualité du multilinguisme, mais avec la flexibilité des langues, des sections linguistiques, une alphabétisation en français, une alphabétisation en anglais, alphabétisation en portugais, en espagnol, en italien. On n'a pas commencé comme ça, mais on a commencé avec la section francophone, anglophone et germanophone, mais les élèves viennent avec leur bagage, avec leur savoir. C'est-à-dire que l'école s'adapte à l'élève et aux langues maternelles qu'il amène de chez lui. Et ça ouvre beaucoup de portes et de boutons. Par la nature de votre école, donc vous mettez de toute façon déjà en place certaines recommandations du rapport, mais en 30 secondes, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous manquent, ou vous dites ce serait quand même intéressant si on pouvait les mettre en place? En 30 secondes, alors comme ça j'ai vu. Évidemment, je veux dire, on était 2, maintenant une école, il y en a 6, 3 autres en construction. Le rapport de M. Lenz date de 2021, donc toutes les données ont été recueillies en 2018. On est en 2024, peut-être je pense qu'il faut répéter cette étude et to make evidence. Hein, on a besoin de résultats et ça ne va pas du jour au lendemain, ça prend du temps. On refera ces tables rondes l'année prochaine, quand le rapport 2024 sera. Donc juste pour compléter, je vous demande, Annick, est-ce que vous pouvez compléter en vraiment, si vous voulez ou pas, hein, maintenant c'est volontaire, est-ce que vous voulez compléter ce point? Bon, je voulais dire que je ne vous ai pas apporté des chiffres et ni des études parce que je voulais parler de mon expérience comme une élève qui a suivi le plan luxembourgeois. Donc je fais l'accueil et après le général, je fais 5 ans de général et pendant toutes les années, j'ai connu beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves de différentes classes sociales, bien sûr, et différents problèmes à cause des langues, à cause des changements du pays, parce que la plupart viennent des pays qui ont des problèmes sociaux maintenant, donc ils veulent une vie meilleure ici. Et pour moi, le système luxembourgeois, il est en fait très bien au début. Ça marche au début. C'est un pays très diversifié à cause de beaucoup de nationalités et tout ça. Donc, la façon qu'il mène, on a le BI, qui ne connaissent pas, c'est le baccalauréat international. Pour moi, c'est le plus difficile jusqu'à maintenant. Il y a le classique, général, technicien, DAP. Et pour moi, ça, c'est très bien fait. Parce que nous avons des élèves qui ont des aptitudes, des intellects qui arrivent à aller au B. Moi, jamais. Donc, il divise, pas qu'il divise, mais il donne de la chance à tout le monde. Donc ça, pour moi, c'est très bien parce qu'une personne qui vient d'un pays qui était dans une guerre, qui vient au Luxembourg, il doit apprendre 3-4 langues pour aller au pays. Bien sûr, il arrive à faire ça s'il a la volonté, comme on a parlé déjà ici, la volonté des élèves, c'est très important, la motivation. Et donc, si le système, il a la possibilité d'aider et de donner des différents chemins que l'élève arrive à poursuivre, ça serait très bien pour l'élève. Merci.
Merci beaucoup. Juste pour préciser, je suis désolé, mes mauvaises manières de syndicaliste prennent le dessus. Je finis par tutoyer tout le monde. J'ai dit Annick, mais c'est effectivement Madame Medelouche. Et je demande, bon, maintenant, juste à M. Polgal, s'il veut compléter aussi, il peut. Oui, je vais essayer d'être très bref. Donc, ce témoignage est très fort parce qu'il montre quand même une chose dont je crois qu'il est très important de se mémoriser. Parce que dans d'autres pays, sans doute, il y a d'autres pays qui diraient pas de chance, tu viens du Brésil, c'est trop loin, donc ici on ne s'adapte pas et ainsi de suite. Mais le Luxembourg, il fait beaucoup d'efforts. C'est dû à notre histoire et c'est dû aussi à notre nécessité économique, bien sûr. Donc, on a vécu de cela et cela reste notre fort au Luxembourg. Et donc, ce n'est pas seulement une responsabilité morale de parler d'inclusion et d'intégration, c'est aussi une responsabilité morale, mais c'est aussi une nécessité économique dans un certain sens, parce qu'on vit, c'est le modèle luxembourgeois, c'est le modèle du Luxembourg. Et donc, ce que je vois, le ministère a quand même mis en place un système qui est très intéressant. Donc, d'un côté, au niveau inclusion, donc on a parlé des 9 centres de compétences, et puis ça se joue à 3 niveaux, local, régional et national. Il faut dire, le système est assez lourd. Donc, quelquefois, on me dit, ça prend quand même des mois, peut-être même une année, jusqu'à ce qu'un enfant soit orienté à la bonne place et qu'il y a une place pour l'enfant. Donc, quelquefois, donc, on peut sans doute encore l'alléger. Le système en tant que tel est très, très intéressant parce qu'il permet de répondre aux besoins spécifiques d'un enfant. Et c'est là ce qu'il faut faire. Et puis, au niveau de l'intégration, donc aussi au niveau de cette question de la langue, oui, voilà. Moi, j'ai l'impression que ce gouvernement-ci, il essaie aussi de permettre plus de flexibilité aux élèves dans leur parcours éducatif, par exemple, en donnant une autre, mais on va en parler, je crois, dans la prochaine question, en donnant une autre vue sur les langues dans l'éducation, mais aussi en ayant un accompagnement renforcé pour les migrants. Et je sors d'une profession où j'ai vraiment vécu aussi le bien qu'on fait en mettant l'attention, en donnant l'attention aux besoins linguistiques et culturels aux personnes qui arrivent au Luxembourg sous des conditions quelquefois très difficiles, et d'avoir aussi des idées concrètes, donner des perspectives à ces personnes. Donc niveau inclusion, intégration, je voulais différencier ces deux-là, mais ce sont des systèmes dont je crois qu'il est très important que nous ayons au Luxembourg, ces systèmes. Je vous remercie beaucoup. Comme vous l'avez dit, on vient effectivement à la question suivante, qui est l'aspect linguistique, qui était aussi abordé dans le rapport, qui est aussi mentionné comme étant une source de discrimination quelque part. Et justement, vous, M. Polgal, vous étiez sur les bancs de l'opposition dans le précédent gouvernement, et vous aviez été assez critique dans le sens, comme vous l'avez dit, vous avez adressé des questions parlementaires sur les discriminations, pas seulement. Vous avez aussi fait des questions parlementaires sur les enfants à besoins spécifiques dans les écoles internationales, puisqu'il y avait le grand point d'interrogation si c'était valable pour toutes les écoles. Vous avez aussi 4 ou 5 autres questions parlementaires que vous avez posées sur l'éducation. Et maintenant que vous êtes dans la majorité avec votre parti, et vous pouvez faire avancer les dossiers desquels vous étiez entre guillemets plein dans le passé, comment est-ce que vous pouvez garantir maintenant un vrai engagement dans la mise en œuvre des correctifs recommandés dans le rapport et aussi vis-à-vis des dossiers dont vous êtes plein lors de l'ancien gouvernement? Je n'ai pas trouvé autre mot que plein, mais bon, on va garder celui-là. Ne pensez-vous pas qu'il y a un trop grand pas aussi sur les langues, comme vous l'avez mentionné actuellement? Donc se plaindre, oui, c'est en fait le but de se plaindre, c'est de créer, donc le but ultime, c'est de créer les mêmes chances pour tout le monde. Et donc ça c'est un autre principe politique. Moi je travaille avec des principes. Et donc un principe politique c'est de garder l'équilibre, et un principe politique c'est de créer les mêmes chances pour tout le monde. Donc les questions parlementaires étaient toujours dirigées vers cela. Il faut avouer que la première question parlementaire que j'avais posée, c'était sur l'école internationale de Verdun. C'était pas sur l'éducation, mais sur le parking. Et je suis encore désolé pour cette question. C'était un premier essai, donc c'était pas du tout mon sujet. Mais donc, les questions parlementaires, c'est une manière de faire. C'est une manière d'avoir des informations. Et maintenant, j'ai eu des informations, donc on peut travailler avec ces informations. Dans la commission de l'éducation, on a moyen d'un côté donc, de thématiser cela, de l'autre côté, bien sûr, on est un peu plus proche des ministres
Et on peut aussi leur donner donc, des petits avis s'il y a l'occasion de leur donner des avis. Ce qu'on a mis dans la coalition, donc c'est en fait, si on regarde le sujet linguistique, sur la pression linguistique qui existe ici dans le pays, et si on parle de langue, on parle de culture, donc il ne faut jamais perdre de vue qu'une langue fait partie d'une culture, donc qu'il y a que le sujet de l'éducation est intégré dans le sujet de l'intégration culturelle, interculturelle. Il y a deux sujets, disons deux buts que nous avons dans cet accord de coalition. L'un, c'est d'organiser plus de flexibilité dans l'enseignement des langues. Donc, on a par exemple proposé, et on va le faire dans une école, on va faire un projet pilote, d'avoir une école sans section. Donc, une école dans laquelle on s'adapte encore plus aux besoins directs, individuels du jeune, de la jeune personne. Ce sera un défi énorme, et ce sera très intéressant de voir pour être plus proche aussi du côté linguistique de leurs besoins. Donc c'est pas d'alléger, le but c'est pas d'alléger l'importance des langues, donc il faut être clair sur cela, mais c'est vraiment de faire des langues un levier d'intégration au lieu d'un levier d'exclusion. Donc revenir plus proche des jeunes dans ce sens-là. Donc la diversification, mais vraiment en quelque sorte à l'absolu. Hein. Donc on essaie vraiment de faire une école sans section, pour avoir, donc sans catégorie, sans tiroir fixe. Et l'autre chose, c'est la grande question de l'importance des langues dans le curriculum éducatif par rapport aux autres matières. Et ce qu'on voit très souvent qu'au Luxembourg, l'obstacle majeur, c'est les langues. Et donc, c'est vrai, il faut apprendre les langues, ça donne beaucoup, mais d'un autre côté, c'est pas tout. Et donc, de peut-être rééquilibrer un peu cette pression énorme sur les langues en disant de mieux les intégrer dans l'importance de toutes les matières pour voir si cela peut alléger. Je dis pas alléger l'importance, mais alléger la pression qui est dessus. Donc, ce sont nos moyens d'essayer de voir dans l'accord de coalition, de créer les leviers nécessaires pour avancer sur ces dossiers. Et bien sûr, en cours de route, il y aura encore de nouvelles idées, d'autres idées, mais ça c'est le début, et c'est pour être un peu plus proche de la réalité. Merci beaucoup. Donc, au niveau des langues, on ne va pas revenir sur l'épisode des jeunes qui ne peuvent pas aller à l'université parce qu'ils sont bons mais qui ne maîtrisent pas trop bien l'allemand. Je crois qu'on en a déjà assez parlé dans les médias, mais bon, si quelqu'un d'autre est intéressé par la suite, poser une question, c'est libre à vous. Je vais juste demander à Madame Madeiros si elle veut intervenir pour compléter le volet des langues. Est-ce que c'est un poids tellement grand ou est-ce que c'est pas si important que ça, le problème des langues? Oui, en fait, comme M. Katz a dit, c'est vraiment un poids très 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 lourd sur nous, les étudiants. J'ai connu des personnes qui ont raté des années à cause de 2, 3, 5 points en allemand. Et pour moi, allemand c'est une langue, ça va jamais entrer. Oui. Donc, comme il vient de dire, je crois que c'est pas de enlever l'importance, mais vraiment le pas lourd. Parce que, comme on a déjà dit, le Luxembourg c'est très diversifié, il y a des personnes qui sont bonnes dans les langues, dans les chiffres, et pour moi c'est ça, c'est les chiffres. Et les langues, c'est une barrière qu'on doit se passer, mais aussi trouver une façon de vivre avec, on va dire, pour ne pas empêcher le chemin du jeune. Donc, lui donner l'aide qu'il a besoin, mais aussi dire les langues c'est important. On va dans une entreprise qui parle, ici au Luxembourg, c'est plutôt l'anglais dans les entreprises. On doit savoir l'anglais. On ne va pas commencer à parler allemand avec les personnes qui ne parlent pas allemand. Bon. Donc, oui, pour moi, surtout allemand. Non, désolé.
Donc, les 3 langues, allemand, anglais et français, on va mettre le luxembourgeois en même temps parce que je parle tout allemand, le luxembourgeois, sont des langues très importantes qui vont faire partie de la vie de la personne ici au Luxembourg, mais aussi, c'est pas la fin du monde, on va dire. C'est pas à cause de l'anglais que la personne qu'elle va pas avoir un travail qu'elle arrive à vivre, on va dire. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. J'avais vu aussi un article dans Paper Jam qui dit que de plus en plus c'est le français qui est plébiscité au Luxembourg, l'allemand beaucoup moins, malgré qu'on demande toujours ça, on demande sur les 4 langues à chaque fois pour les emplois. C'était un article justement qui détaillait un peu les offres d'emploi de l'ADEME et la situation sur le marché de l'emploi. Et de plus en plus on voit émerger l'anglais, donc c'est même pas l'allemand, effectivement, on met un grand poids sur cette langue qui à la fin du compte est, je ne vais pas dire obsolète, mais presque facultative des fois dans le monde du travail. Je voulais quand même laisser intervenir Madame Da Silva aussi sur le point des langues, et quel est votre point de vue là-dessus? Surtout l'allemand. Je voudrais continuer, moi j'adore l'allemand, j'ai un master en allemand. Moi je pense que, comme je disais, l'enfant est le centre de notre préoccupation. Toujours. Il vient avec un bagage. L'intégration et l'inclusion, c'est une phrase que je répète souvent, se fait à travers l'éducation. Pour éduquer un enfant, nous avons la responsabilité à l'école, mais nous avons aussi les familles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants à l'école, avec un choix des langues, si les parents ne peuvent pas les aider, ou si les origines, le contexte, on parlait des élèves primo-arrivants, quand ils arrivent chez nous et qu'ils peuvent déjà apprendre l'anglais ou le français, puisqu'ils viennent avec ces langues du Portugal ou du Brésil, eh bien, ils ne peuvent pas spécialement passer par l'allemand. Ils vont choisir l'allemand comme langue 3. L'allemand est une langue importante, mais pour certains, pas comme langue 1. Être alphabétisé en allemand, moi je parle pour moi, excusez-moi de me prendre comme exemple, j'ai jamais eu de problème, mais les chiffres parlent pour eux quand même. Et donc, je pense que pour revenir à votre question par rapport à l'allemand, je pense que ça reste une langue très importante, mais qui ne doit pas être exclusive dans un pays comme le nôtre, qui démographiquement a atteint presque 50% de non-luxembourgeois. Que nous avons la responsabilité d'éduquer à l'école. Merci beaucoup. Je tiens aussi à préciser qu'au Brésil, on parle allemand. Au sud du Brésil, on parle allemand aussi, mais bon, c'est un grand pays, c'est toujours difficile d'aller faire les études là-bas. Et je demande justement à M. d'Oliveira si vous pourriez commenter ce qui a été dit jusqu'à maintenant du point de vue de l'étude. Du point de vue études, je vais juste reprendre deux, trois aspects. On parle toujours des langues au Luxembourg. Moi, comme j'ai fait des études aussi à Strasbourg, je peux vous dire que connaître toutes ces langues, ça vous ouvre tellement de portes. Donc, c'est un aspect que le Luxembourg ne doit surtout pas perdre et qu'on doit garder. Ça fait partie de notre patrimoine. Tout à l'heure, Mme Da Silva parlait des écoles internationales. Juste pour vous dire que la première école européenne est née ici au Luxembourg. Donc, c'est un modèle luxembourgeois qui a été expatrié à Bruxelles pour ensuite revenir dans son pays d'origine. Ce que je veux vous dire, c'est que l'offre, en règle générale, est en train de se diversifier. Quand on diversifie l'offre, on diversifie aussi les langues. Tout à l'heure, on a toujours tendance à dire oh, il y a le classique, il y a le général. Je dis juste qu'au général, il y a une offre française. Ce qu'il n'y a pas au classique. Le classique est rigide, il a une structure propre. On commence tout en allemand et on termine tout en français, sans transition d'ailleurs. Donc ce n'est pas un modèle qui est fait pour tout le monde. Je dis juste que ce modèle-là est pratiquement, pas unique, mais peu sont les pays qui ont un modèle identique, où on commence dans une langue, on termine dans l'autre, sans transition, sans application. Il y a des pays, le Maghreb notamment, qui commencent en arabe et terminent ensuite en français, donc ça c'est presque l'identique, surtout que l'alphabet est encore différent, c'est encore plus complexe. Mais il y a des possibilités ici. Je vous dis juste, c'est pour vous dire que l'enseignement secondaire général,
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a changé le nom, c'est pas technique, c'est pas professionnel, c'est un secondaire général. Il vous ouvre les portes aussi de l'université, si vous faites un enseignement secondaire général supérieur, et lui, il est diversifié. On a actuellement 14 sections à l'enseignement secondaire général, dans 2 langues, où on joue avec cette flexibilité, où on peut dire, ben non, l'allemand ce n'est pas fait pour moi, je préfère continuer mes études en français, je ferai tout en français, mais je devrais faire quand même de l'allemand. Mais là, le point sera différent. L'anglais, de toute façon, on est un petit pays, on devra toujours sortir du pays, donc l'anglais fera toujours partie en fait, des langues privilégiées, parce que pour communiquer en dehors, ce sera toujours utile. Même à l'université, il n'y a pas de matière qu'on puisse faire sans apprendre l'anglais. Ça fait partie de l'aspect scientifique. Si on veut faire une matière, donc on devra toujours communiquer en anglais. Donc juste pour revenir là sur ce fait, pour dire tout simplement que la diversification se fait, mais elle se fait aussi à différents paliers. C'est-à-dire qu'on ne donne pas autant d'importance dans l'une ou dans l'autre. Je vous l'accorde, le classique demandera toujours cette importance aux langues, et on investit. Si je dois faire ça en ratio, je vous dirais tout simplement qu'on a, rien que pour les langues, ça fait la moitié du planning d'un élève. Donc sur 30 leçons par semaine, ça fait 15 leçons en langue. Donc on investit beaucoup pour les langues. Peut-être qu'on devrait mieux investir dans les langues et voir comment est-ce qu'on peut les pratiquer d'une manière plus abordable. Peut-être aussi de vérifier, puisque Madame disait tout à l'heure, 50% qui ne sont pas, presque 50%, de peut-être changer la perspective d'enseignement. On enseigne le français et l'allemand selon une méthode langue maternelle, langue première. Or, la moitié de nos élèves ne sont pas allemands, ils ne sont pas français, ils sont d'origine étrangère, et donc à ce niveau-là, cette méthode n'est pas adaptée. On passe de l'allemand vers le français, alors que l'élève ne domine pas encore l'allemand. On passe du français vers l'allemand, l'élève ne domine pas encore le français. Donc c'est peut-être là où on doit travailler un peu plus sur les méthodes, et peut-être réajuster, adapter, comme on le fait pour les écoles internationales. Non, merci, super. C'est aussi un problème pour les germanophones qui passent après en français en ligne et qui perdent des pédales aussi. Vous l'avez dit, on investit dans les langues, on investit. Si je ne me trompe pas, le Luxembourg est un des pays qui investit le plus, si pas le pays qui investit le plus. Et justement, d'un point de vue sociologique, l'étude met aussi en évidence un manque de modèles de succès, ainsi que des faibles perspectives de progression. Et malgré les investissements, comment percevez-vous le ressenti des jeunes? Et aussi, alors que nous disposons d'une diversité de lycées et qu'il y a plus de souplesse dans le choix des établissements qui peuvent être fréquentés, justement, est-ce qu'on va continuer ou privilégier un pays hétérogène au niveau de la population? Va-t-on opter pour plus de diversité ou revenir à une forme d'éducation plus homogène? Donc là, je laisse la parole à Madame Da Silva, si vous pouvez donner votre point de vue. Moi, je voudrais compléter, terminer, répondre à cette question. On a beaucoup parlé des langues, de la flexibilité des langues. Certes, c'est très important. C'est pour ça que le gouvernement mise sur la diversité des lycées, les barrières de langue, l'appropriation en allemand, en français, les écoles internationales publiques, avec les sections linguistiques, et on amène les langues maternelles. Mais je pense aussi que c'est important, oui, mais c'est pas tout. Je veux dire, l'école a de plus en plus de responsabilités à pouvoir encadrer ces élèves, que ce soit au primaire, maternelle ou secondaire. En plus, en dépit des sections linguistiques ou des langues, nous avons une organisation de la journée scolaire peut-être un peu atypique par rapport à celle que moi j'ai eue quand j'allais au lycée. C'est-à-dire que nous commençons le matin, je veux dire, vu aussi le background socio-économique de beaucoup de familles, chez nous en tout cas, à Differdan, chez AESH, ces enfants ont besoin d'être encadrés, donc d'être écoutés. Nous offrons l'encadrement le matin. Donc l'école commence à 8h, mais les premiers cours ne commencent qu'à 8h45. Donc nous appelons cela le warm-up, l'accueil, le temps d'étude. Nous donnons du temps
aux élèves qui soit viennent de familles qui vivent dans des petits appartements de 60 mètres carrés, 70, ou qui n'ont pas le calme nécessaire pour pouvoir travailler, ou qui n'ont pas une oreille parce que les parents travaillent du matin au soir ou en 3 métiers. Nous offrons des activités périscolaires, n'oublions pas la musique, le sport. Donc le développement de tout ce qui est sensoriel et moteur. Donc nos élèves sont obligés, si je puis dire, pendant le temps du midi, donc ils mangent à l'école, ils ont une période pour manger et ils s'inscrivent à des activités périparascolaires qui sont données par nos enseignants, mais où les enseignants ont une autre casquette que le prof de langue. Donc ils mènent un orchestre, ils jouent au rugby, ils font des échecs, ils vont se balader, ils font de l'art, ils font une chorale, bon, ils sont énumérés sur notre page web. Et après aussi, l'accompagnement des élèves après l'école. Si vous venez dans notre école, à 6 heures, il y a toujours des élèves qui font leurs devoirs, qui suivent des cours apprendre, qui se sentent encadrés. Donc je voulais quand même compléter par cela. Oui, donc vous complétez un peu avec l'éducation non formelle, entre guillemets, qui existe dans les maisons relais et autres, dans les autres écoles. Je vais poser aussi la question à Madame Deiloge pour... Enfin, c'est peut-être un peu plus difficile de savoir si on va privilégier l'enseignement, mais pour vous, est-ce que l'étude met en évidence un manque de modèles de succès et des perspectives de progression, ou vous êtes plus optimiste? Optimiste. En fait, quand j'ai commencé le système luxembourgeois, j'étais pas sûre d'où aller, de quoi faire, comment réussir. C'était tellement différent de celui que j'étais habituée dans mon pays. Mais avec l'aide des profs, principalement, parce qu'ils ont vu que moi, je voulais réussir. Je voulais faire n'importe quoi, mais je voulais réussir. Donc, je crois pour moi, oui, c'est possible, le chemin, c'est difficile, bien sûr, mais c'est pas impossible. Le Luxembourg, il aide beaucoup, il essaye. Et oui, il n'y a pas toutes les réponses pour tout le monde. Nous sommes très différents, il y a des différences entre, même dans le lycée, il y a des différences d'âge principalement. J'étais dans une classe avec des gens de 16 ans et de 23 ans. Une personne de 23 ans, elle sait gérer un sujet mieux qu'une personne de 16 ans. Donc on avait des essais. Non, pas d'essai. Dissertation d'essai. En anglais, une personne qui a 23 ans, elle va bien sûr savoir disserter mieux qu'une personne de 16 ans. Et là, je ne vois pas un problème, mais je vois une différence très grande parce que les profs, ils vont se baser. Ah, c'est cette personne ici que j'ai lui appris ça. Il a réussi, pourquoi cette personne ne réussit pas? Mais bien sûr, il y a 4, 7 ans, 8 ans de différence. Donc, oui. Je voulais partager avec vous un chiffre que j'ai appris en septembre, en juillet, lors de ma révision de diplôme. J'étais étonnée. La section générale, elle a eu 60% de réussite. Donc tout le lycée, j'ai étudié au lycée LTC, ici à la Petite-Bay, lycée technique du centre. Et la section BI, ils ont eu 100% de réussite. J'étais étonnée parce que j'ai jamais douté du BI, mais 100% pour moi c'était pas impossible, mais jamais je pensais ça. Donc je me demandais quelle était la différence entre le général et le BI, comment ils ont eu aussi 100% et nous 60%. Moi j'étais au J. Donc je connais des personnes de BI, je sais qu'il n'y a pas que des experts, que des personnes qui ont du temps, donc des personnes, des élèves, des adolescents qui n'ont pas de problèmes, qui sont à la belle vie juste pour étudier. Non, je sais qu'il y avait des personnes qui ont des difficultés à la maison, qui ont des
background social difficile. Et quand même, ils ont réussi 100%. Et moi, j'étais toujours avec le G, donc je sais les personnes qui sont sous le G et comment ils n'ont pas réussi, même 70% au moins. Donc, je me demande s'il y a d'autres problèmes que la langue. Donc, je ne sais pas, la façon peut-être, le programme peut-être. Ça, pour moi, c'était vraiment étonnant de savoir. Justement, je ne sais pas si M. Gallas, vous avez les éléments de réponse, mais je vous laisse compléter si vous voulez. Donc je crois qu'on est d'accord sur le fait qu'il ne faut pas revenir sur un système d'éducation homogène. Donc là, on est très d'accord. En fait, l'éducation en tant que telle, je crois qu'elle doit toujours répondre à 3 grandes demandes d'orientation. Et ça, c'est le grand défi de chaque école différente, je le sais. La première, c'est de s'adapter à tous les besoins des élèves. Donc la diversification dont on parle. La deuxième, c'est de respecter et de soutenir les talents des élèves. C'est une autre chose. Les besoins et les talents, c'est autre chose. Donc la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et la troisième, c'est aussi avoir une réponse aux besoins de la société, peut-être de l'économie, du secteur social et ainsi de suite, parce qu'il y a des besoins dans une société. De mettre tout cela sous un toit, c'est pas facile. Moi, j'aime très bien le système international, le système européen. Le système international, je l'aime bien. Je trouve qu'il est très très intéressant à ce niveau-là. J'avais quelques, des partages, aussi des discussions avec M. Zenz pour voir, parce que la question que moi je me posais, et je vais dessiner une petite caricature dans les temps anciens, s'il y avait un enfant, je ne sais pas, un Allemand, un Polonais, un Suédois, un Luxembourgeois, tous étaient dans la même classe. Et là, en quelque sorte, caricature, ils sont dans 4 différents systèmes. Est-ce qu'ils vont se rencontrer de nouveau? Donc ça, c'était ma question. Si on diversifie, est-ce qu'on réussit en même temps de mettre tout le monde ensemble et donc de créer le vivre ensemble, l'intégration? Je crois qu'au sein de l'école, ça fonctionne parce qu'ils se sont donnés des instruments pour le faire. Donc, par exemple, ces moments de rencontre, ces moments de partage, je crois que ça reste un très grand défi de l'éducation très diversifiée. Et puis, il faut savoir que derrière une langue, derrière une diversification, il y a une culture. Donc, le travail de l'intégration va beaucoup plus loin qu'à l'école. Mais c'est dans l'école ou dans l'éducation qu'on met l'accent. Moi, j'ai fait une expérience très intéressante, si je peux donner ce petit témoignage. Je n'ai pas du tout aimé les langues au lycée. Je viens d'une famille mathématicienne, donc les chiffres, c'est des chiffres. Et à l'âge, c'était après le bac, je suis parti au Brésil pour la simple raison. Donc le Brésil a tout changé dans ma vie en fait. Donc c'est grâce au Brésil que le Brésil a beaucoup changé ma vie. Mais je ne connaissais pas le portugais, le brésilien. Mais j'avais le courage d'y aller grâce au système éducatif luxembourgeois parce que je savais qu'on avait non pas seulement étudié des langues, mais la façon d'être ouvert à de nouvelles langues, la façon de vouloir communiquer, la façon de vouloir apprendre quelque chose de nouveau, la façon de vouloir comprendre l'autre. Ça, c'est la faute. Pour moi, c'est la force du système luxembourgeois. Et depuis lors, j'ai appris 12 langues. J'en ai oublié 4. Mais c'est parce que j'avais la joie. Et ça, c'est grâce au système luxembourgeois. Je crois que c'est la grande force du système luxembourgeois. D'avoir les langues, de bien mettre à leur place, de ne pas en avoir trop de pression, d'avoir ce système hétérogène, mais en même temps un système hétérogène qui réussit à refaire société et à vivre ensemble. Merci beaucoup. Ça, c'est un message pour Sostène. On a trouvé notre traducteur pour toutes les prochaines tables rondes. Donc, je vais juste demander à M. d'Oliveira de compléter sur l'aspect sociologique. Moi, je vais me limiter peut-être, donc je ne vais pas revenir aux besoins d'un système homogène pour une population hétérogène. Je ne vois pas l'intérêt, mais je n'aurai pas de futur non plus dans mon job si je ne vais pas vers l'inverse. Moi, c'est plutôt la diversité que je veux. Maintenant, je vais juste reprendre un petit modèle. Vous avez parlé de modèle de succès.
Et c'est une question que je me suis posée, ou plutôt on m'a posée à plusieurs reprises après mes études ici au Luxembourg, comme Madame da Silva. Surtout quand on fait un classique, on vous demande à la fin, mais comment tu as réussi? C'est un cas exceptionnel. Ben, je ne trouve pas exceptionnel, j'avais d'autres élèves dans la classe, ils ont tous réussi. Pourquoi je suis exceptionnel? Tu fais partie de la minorité à réussir. Et ce n'est pas parce que le modèle a fonctionné pour moi, il n'a pas fonctionné ni pour mon frère ni pour ma sœur, plutôt le système général, mais ce n'est pas parce qu'il a fonctionné à ce niveau-là que ça ne peut pas fonctionner. Non. Connaissant et venant aussi du lycée technique du centre, puisque j'étais professeur au lycée technique du centre et aussi attaché à la direction, je vais vous dire que même dans les autres lycées, on découvre et on voit de plus en plus de noms qui ne sont sûrement pas luxembourgeois. Dans toute la population, vous verrez, il y a des noms portugais, il y a des noms italiens. En règle générale, les noms italiens actuellement sont déjà même utilisés comme si c'était un nom typique luxembourgeois. Non, ce n'est pas typique luxembourgeois, mais ça fait partie de l'histoire du Luxembourg. Vous rencontrerez aussi des professeurs avec des noms serbo-croates, il y en a beaucoup. Il y en a qui ont des noms arabes, il y en a qui ont des noms portugais, donc les modèles sont là. On les voit juste peut-être pas. Ou alors, il y a un phénomène psychologique qui dit tout simplement que quand on réussit, on est encore plus sévère avec les autres que ceux qui n'ont pas réussi. Donc on est très strict, et si on a un portugais dans sa classe, on est encore davantage plus sévère avec le portugais, parce que si j'ai souffert, il devra souffrir comme moi. Ce n'est pas le but. Je peux juste vous dire l'inverse. Si moi j'ai souffert, pourquoi je vais faire souffrir quelqu'un d'autre? Plutôt que de lui ouvrir les portes, je ne donne pas les points, mais de lui montrer tout simplement le chemin. C'est un peu le modèle qui est là. Je crois que vous le trouverez ici aussi au sein de la salle. Donc, c'est de voir qu'en fait ces modèles sont là, il faut juste savoir les voir et les reprendre. Merci beaucoup. On en revient presque au point du début où on se dit, voilà, le problème ce n'est pas les solutions, c'est peut-être les dialogues et la communication. Donc on a plein de bonnes pistes. Et on a peut-être la matière pour de futures tables rondes aussi. C'est pour cela, donc, c'est quand même lundi, on fatigue tous un peu, donc il serait aussi opportun d'arriver peu à peu à la fin de cette table ronde. Et juste, je vais demander un mot de conclusion à chaque intervenant, s'il le veut, ou si elle le veut. C'est pas obligatoire, et après on passe à deux. On va faire deux tournées de questions, pour prendre 2-3 questions à chaque fois, et puis vous pourrez poser votre question à l'intervenant de votre choix, et chacun pourra y réagir dessus aussi. Donc je laisse, donc quand vous venez de terminer, vous êtes encore chaud, je laisse M. d'Oliveira la parole pour le mot de conclusion, en 2 petites minutes chacun. Comme je suis chaud, je vais laisser d'abord peut-être la parole tout simplement au public. Il y aura peut-être des questions, donc je vais répondre ensuite. Si moi, ça me va, hein, donc on peut poser des questions, et puis après, on peut conclure par un tour de conclusion. Hein. Moi, ça me va. Donc on va prendre 2-3 questions. Donc, je vois qu'il y a Amir. Après, je vais vous prêter mon micro, je le récupère à la fin, comme ça je me tais pendant qu'ils répondent. Donc, il y a 3 questions. Donc, Amir, Mademoiselle Andrade, c'est ça? Et puis, je vais me faire tuer si je laisse pas parler mon compatriote Eduardo Diaz à la fin. Merci beaucoup d'abord aux intervenants. Je pense un mot de conclusion de ce soir, c'est de l'espoir pour moi personnellement. J'ai eu un parcours un peu pareil comme Annick, mais il y a 15 ans, là où on était parti, ce n'était pas le système qu'on a maintenant. Et je suis super content d'entendre de ce qu'il existe déjà dans votre école, Madame. Ça donne envie de vraiment refaire le parcours, parce qu'il y a 15 ans, cette offre n'existait pas. Mais de toute façon, je m'en suis battu dans ce système luxembourgeois classique. J'ai très bien réussi. Et après, passé à l'université. Mais pendant ce temps-là, il y avait un pilier qui me manquait dans notre système. M. Galles avait déjà mentionné ces piliers-là. Donc, à côté de la diversification de l'offre scolaire, ce qui est aussi important de soutenir les talents. Je suis venu du système de l'école en Iran. On était toujours super fort en ce qui concerne les sciences.
Par contre, quand je suis venu ici, j'ai quand même perdu quelques années. Parce qu'en Iran, j'avais fait 2 fois les sauts des classes, j'étais presque en train d'entrer les collèges, et au Luxembourg, ce n'était pas possible. Et toujours, je me demandais pourquoi on n'a pas des modules, des programmes d'auto-apprentissage pour les élèves au lieu de faire les devoirs à domicile. Surtout parce que si les élèves n'avaient pas les soutiens à la maison, pour moi c'était, disons, un instrument de sélection sociale. Parce qu'on n'arrivait même pas à comprendre ce qui était le devoir, sans parler des capacités cognitives qui étaient certainement là, même pour les autres élèves, mais c'était à cause de la difficulté des langues qui existait. Et je me demande, maintenant, vous avez dit qu'on est en train de réformer les plans d'études, si ce n'est pas une réflexion qu'on devra mener, surtout aussi dans ce monde digitalisé avec l'intelligence artificielle. On sait que c'est très bien possible de donner des feedbacks aux élèves qui est adapté à leurs besoins, on peut détecter leurs forces et faiblesses, et si ça jouera un rôle dans le futur proche ici au Luxembourg. Merci. May I speak in English? Is that okay for everybody? Yeah. Good. So, good evening, everyone. My name is Giselle, and thank you very much for giving me this opportunity to be here today. And I appreciate the chance to ask a question and to learn more about the process in place. My question is regarding the student placement. So, when a student is being considered for placement in a different education system, what is the process that the school needs to follow? And I ask specifically how decisions are being communicated to parents and how much in advance before the end of the school year finish, so the parents can prepare themselves and the children, and what steps needs to be taken by the school before the final decision about the placement of the child is made. Thank you. Merci beaucoup. Moi, c'est plutôt une question pour Madame Da Silva. Donc, comme vous parlez beaucoup que votre école, c'est une bonne alternative pour beaucoup d'enfants, de jeunes qui ont un arrière-plan socio-économique peut-être un petit peu plus compliqué, et ça semble être une superbe opportunité. En même temps, vous dites qu'il y a seulement un tiers des personnes qui voudraient venir à votre école, dans votre école, le peuvent. Donc, ma question, c'est quoi vos critères d'admission dans ce cas? Maintenant, c'est juste au fond d'abord, et après vous aurez une deuxième possibilité de reposer des questions. Sinon ça fait trop de questions d'un coup. Poser la question. Non, vas-y Eduardo, après on a un deuxième tour de table. Non, parce que je n'ai pas l'intention de poser des questions. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais déjà tout appris. C'est vrai, non pas parce que j'étais le meilleur élève de l'école primaire, secondaire et tout ça, mais c'est parce que je n'étais jamais d'accord avec personne ni avec les profs. Surtout avec les profs. La première question, est-ce que je peux intervenir en portugais? Oui, enfin pour moi oui. Hein. Donc on parle tous portugais, mais après on va traduire avec parce que la source des problèmes, c'est quand on commence à flancher dans les principes, et comme disait le député Gales, on doit agir en fonction des principes, ou en tout cas, il le fait. Il n'est pas, ça veut dire que j'avais la meilleure mémoire. Je sais tout, ce qu'on dit rarement. J'oublie ce que j'ai entendu. Parce que, pourquoi l'école internationale est à Differdange? Est-ce parce que le ministre de l'Éducation était bourgmestre de Differdange? C'est une question. Finalement, il y a une question. Et parce qu'il avait très peu de travail en tant que ministre de l'Éducation, il n'avait rien à faire,
que maintenant, avec le nouveau gouvernement, il a encore le logement. Dans le logement, il n'a aussi rien à faire. C'est pour ça qu'on peut conjuguer les deux. Alors je pense que le gouvernement devrait donner une réponse à ce type de questions. Et puis c'est un peu le langage. Quand on parle les Portugais, les Italiens et les Arabes, est-ce qu'on parle les Égyptiens, les Marocains et les Européens? Je peux dire qu'il a dit, qu'il a affirmé. Bon. La discrimination commence quand l'école internationale, même si elle est très bonne, à différents, je me demande, et les enfants de Dikirch, de Wiltz, est-ce qu'ils doivent venir en hélicoptère ou comment, ou ils doivent se lever à 4 heures du matin? Quand je suis rentré, il y avait quelqu'un qui me parlait de l'RTL. L'RTL, c'est l'exemple typique de ce qui est la discrimination et de ne pas tenir en compte que 50% de la population n'est pas luxembourgeoise. Il n'y a aucune émission qui ne soit pas en luxembourgeois. Aucune. Et pourtant, ce gouvernement a signé, il y a très peu de temps, un accord, il y a un cahier de charge avec la RTL, où la question exactement de la prise en compte de cette diversité ne l'a pas été. Moi, je n'aime pas ces mots. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils signifient. Ça doit être étrange comme tout. Intégration. Pour moi, c'est un mot très dangereux. On va intégrer quoi en quoi? On va faire disparaître. Je ne veux pas faire disparaître ni les Portugais, ni les Luxembourgeois, ni personne d'autre. Je veux uniquement, c'est les mêmes droits pour tous, qu'ils soient luxembourgeois ou qu'ils soient autre chose. Je sais que tu as bientôt fini, Eduardo, mais... Oui. Pire que l'intégration sont les statistiques, le réchauffement climatique et les architectes. Je pourrais dire pourquoi. Des études faites par des gens que je ne crois à rien du tout parce que les résultats ne sont pas d'accord avec ça. Des écoles pour tous, individualisées. Est-ce qu'on va faire une école pour chaque nationalité, une école pour chaque langue, une pour chaque religion, et éventuellement une école végane? Je parle. Moi, je pense qu'effectivement, il faut prendre ces choses beaucoup plus au sérieux et que le tronc commun, et ça c'est quelque chose, parce que je respecte toujours quel est le système scolaire et tout ce qui existe comme système de chaque pays. Parce qu'il ne faut pas non plus dire « Ah, mais l'anglais est très important pour aller dans la Lune, pour prendre l'avion, etc. » Je m'en fiche. À Luxembourg, il y a 3 langues. La langue du peuple luxembourgeois, premièrement, l'Etzebusch, l'allemand et le français. Ça, c'est une condition. Il ne faut pas commencer à vouloir dériver pour aller je ne sais pas où. Ça peut aider d'avoir les autres langues, mais il ne faut pas mettre en cause, sinon il faut changer la Constitution. Non, la loi sur les langues. Et je veux dire par là qu'il est temps de revenir et de voir effectivement quels sont les problèmes. Ça ne peut pas prendre jusqu'à 2030 pour faire arriver l'école internationale à Echternach, à Wiltz, etc. Il faut que ce soit beaucoup plus vite. D'autant plus que maintenant, et en plus il a le logement, l'habitation, il peut construire plus facilement. Merci. Merci. Le micro, mais ça marche comme ça aussi. Voilà, on va laisser réagir chacun. Qui est-ce qui veut commencer, se prononcer? Si on donne le ministère des Transports aussi à un peu de main, je ne sais pas. Je vais peut-être commencer, je vais répondre ou je vais prendre juste, en fait, parce que c'est un apport ici de nos collègues ici vivants, de créer des modules
où travailler en autonomie. Il y a des lycées qui actuellement justement renforcent cette matière-là. Ce n'est pas quelque chose qui est dans tous les lycées. Chaque lycée a un peu son concept. Je sais que l'autonomie fait partie du programme, par exemple, du LTC. Parce que tout simplement, en renforçant l'autonomie de l'élève, on renforce aussi ses capacités à étudier, à aller de l'avant et à faire encore davantage. Donc ça, c'est juste pour répondre là. L'intelligence artificielle, elle est très haut dans le système aussi. Ce matin, on vient de découvrir qu'il y avait une application pour les enseignants, Ticino, qui va commencer à être adapté et utilisé. C'est un projet pilote avec le script et qui permettrait ensuite de s'adapter aussi aux besoins de chaque élève. Donc justement d'utiliser certains apports numériques, de pouvoir utiliser ça pour aller de l'avant. Il y a juste des possibilités pour les élèves qui viennent d'arriver au pays. Là, c'est plutôt au niveau du SIA. On va faire une appréciation, on va voir quelles sont les capacités, on va vérifier les langues qui sont déjà acquises et en fonction de ça, déterminer si un placement dans une école internationale serait une option. Maintenant, on ne va pas forcer un placement, on va le discuter avec les parents. On va dire qu'il y a une telle possibilité, mais il y a aussi une possibilité à l'enseignement secondaire général. C'est une autre possibilité. Comme ma collègue vous disait tout à l'heure, vous savez qu'on va développer, certes, il y aura plus d'écoles internationales, mais actuellement, on doit refuser 2 demandes sur 3. C'est-à-dire qu'on accepte chaque 3e, on l'accepte dans une école internationale. Quand on parle de 2000 et 2300 élèves, c'est déjà énorme. C'est vraiment des chiffres énormes, donc ce n'est pas une volonté du lycée de ne pas prendre, mais c'est tout simplement que les capacités sont saturées. Je peux vous le dire, le LTC est le plus grand lycée du Luxembourg et ses capacités sont limitées aussi. C'est une affaire d'infrastructure, on ne peut pas mettre plus de personnes dans une salle que ça. Mais il y a des possibilités à ce niveau-là. Vous parliez de délai, je sais qu'il y a un délai pour faire une préinscription. En règle générale, c'est en mars, et ça c'est dû juste aux écoles internationales privées qui sont à côté. En règle générale, on a des parents qui viennent ici, qui sont très informés. On parle d'une autre population à ce niveau-là, c'est plutôt migration économique qui vient ici travailler et qui savent que les inscriptions à la International School se font en mars. Et s'ils n'ont pas une réponse d'une école publique, ils ne pourront pas répondre à l'école internationale de Paris. Ils n'auront pas ce choix-là. Ça veut dire que les deux doivent donner un avis au même temps. C'est pour ça que les inscriptions-là se font, ou préinscriptions se font en mars. Ce n'est pas une inscription, c'est une préinscription. Donc les élèves ne sont pas forcément tout de suite inscrits. Mais ma collègue saura vous répondre à ce niveau-là. Et tout dépend des établissements et des établissements qui s'y prennent beaucoup avant. Après, je ne sais pas si je peux compléter. J'ai cru comprendre que votre problème, c'est un changement de filière déjà dans une année entamée, et pas du primaire au lycée, mais déjà dans une filière, disons, classique. Et là, on dit, ah, t'es pas assez bonne pour le classique, je veux te mettre en général. J'ai cru comprendre que la question allait dans ce sens-là. Yeah, but I'm sorry. My question is more like, if someone is already in school, and now it's the time for her to progress to the next year, so then what is the process if the school decides that no, you cannot go to the next year, for example from year 5 to year 4, what is the process that they need to put in place and communicate with parents before? For example, if they decide that in March they see that the child, well, there is the problem there, the child cannot move on, then what does the school need to do? Et ça, si Madame Da Silva. Et si Madame Da Silva peut répondre à ça en 2 minutes ou 2 minutes et demie, in French words as well? Yes, I can say it in English also, but everybody understands. On n'a pas de traducteur, donc on peut prendre les langues qu'on veut. No, French is okay, Madame. Je fais ce que je peux. Alors, donc, en effet, quand on a commencé, il n'y avait pas cette demande de switch maintenant, donc je réponds à 2 questions en même temps. Il n'y a pas qu'une école à Diffadanche, il y en a 6. Je ne sais pas si M. Eduardo est encore dans la salle, mais donc nous avons commencé avec Diffadanche, puis en 2017 Esch, et puis en 2019 Clairvaux, Jung-Linster et Manderkange, puis en 2020 Gaston-Thorn, et celles qui vont suivre maintenant. Donc le ministre a vraiment fait ce qu'il a pu, mais je veux dire, on trouve déjà qu'en 9 ans, 6 écoles, c'est déjà... Mais bon, on va pas... Je ne suis pas... ici pour parler du travail ministériel. Alors, pour revenir à votre question,
il y a de plus en plus d'élèves qui switchent. En effet, de l'Athénée ou de chez nous, on a des enfants qui ont été à l'Athénée, d'autres au lycée technique du centre, ou l'inverse, qui viennent du lycée de Esch. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il y a tout un groupe de travail avec directeurs, enseignants qui a travaillé dessus à niveau ministériel. Il y a un document avec des passerelles. Nos cellules d'orientation travaillent avec ces documents et ce n'est pas je veux dire, ça diffère d'élève en élève. Pour votre enfant, ce ne sera pas pareil que pour le sien, parce que ça dépend du bagage qu'il amènera, de la section, de la ou de la filière. Parce que chez nous, par exemple, on ne travaille pas avec des sections, on travaille avec des options. Donc il y a des passerelles qui sont faites. Parce que, par exemple, maths fort, maths faible, ça correspond plutôt à la section au lycée B. Donc c'est complexe, mais pour chaque élève, il y a une analyse individuelle, donc avec la cellule d'orientation, et ensuite au conseil de classe, évidemment. Donc, il n'y a pas une règle générale, c'est vraiment chaque enfant, chaque situation est analysée individuellement, aux besoins de l'enfant. Et après, on peut compléter l'information autour du vin d'honneur, parce que j'ai peur que les glaçons me fondent, mais je vais quand même, puisque j'avais dit à Léna, c'est ça? Je vais laisser juste une dernière question à Léna, puis je vais laisser intervenir M. Galles et Mme Nadège aussi à la donne. Oui, bonsoir tout le monde et merci pour vos interventions. Je ne vais pas m'éterniser. Je me suis demandé pourquoi créer de nouvelles écoles internationales. Il suffit de transposer le modèle, non? C'est pas si c'est compliqué à ce point pour pouvoir comment? Qu'est-ce qu'on va faire des autres écoles quand tout le monde a l'école internationale? Non, c'est des écoles qu'on a maintenant. Il suffit de prendre les modèles européens ou internationaux, vu que ça se passe mieux chez eux. Donc c'est juste là. Pourquoi créer de nouvelles écoles? Donc prenez eux comme modèle. Je vais quand même intervenir si je peux. Juste, parce qu'après, il y a 40 personnes qui reçoivent. Non, juste une question. Non, après, on peut entre nous. Je vous laisse 30 secondes et après je laisse 10 la parole. secondes. Je voudrais simplement rectifier par une phrase. Non, le modèle n'est pas meilleur. Il correspond peut-être, mais c'est comme dit M. Gomez, on va en parler encore des heures, à la population. Voilà. Mais l'Athénée fonctionne pour les élèves qui réussissent. On ne va pas abolir un système qui, donc c'est pour compléter, je veux dire, la croissance démographique est là. Et on a cette mixité dans les écoles ici, je suis désolée. Mais après, on a cette mixité. C'est un sujet passionnant, c'est pour ça qu'on peut en parler après encore. Envisager de pouvoir transposer le modèle européen. Il y a plein de raisons pour ça, mais c'est malheureusement pas le thème de la table ronde. Et juste pour compléter quand même, ce que Mme Bassira dit, c'est qu'il y a une école qui représente dans le centre, une à Chifflange, une à Viblanche encore. Le ministre l'avait dit. Oui, mais il y a ici une dans Chifflange, près de Chifflange, et une troisième à Viblanche. C'est ce que le ministre avait annoncé dans sa dernière interview à l'essentiel. Et je vais laisser aussi M. Galles clôturer, Mme Nadège après aussi. Et comme ça, on n'intervient plus. Je voudrais aussi vous informer que vous pouvez revoir ces tables rondes sur le site de Pilux Luxembourg, sur les réseaux sociaux. Et vous avez aussi toutes les informations de Pilux après la table. Si vous voulez avoir plus d'informations, adhérer à la plateforme. Toutes les informations sont à votre disposition. Et je laisse donc les deux derniers intervenants, M. Galles et Mme Béouche, compléter cette ronde de conclusion. Merci. Je vais revenir sur deux choses. La première, il y a un lycée au Luxembourg qui a une loi spéciale, c'est le lycée Hermesine. Je crois que, en partant de la question d'Amir, tu as posé la question sur ce système d'auto-éducation, donc une plus grande liberté d'éducation, en fait, découverte des matières. Donc on est aussi en train de voir que ce système, cette approche donne beaucoup de bien. Et des apports aussi aux jeunes qui apprennent à s'informer, à digérer les informations, à juger sur les informations et à avancer. Donc on a aussi compris dans le système public général, donc général je dis aussi communal par exemple, que cette approche éducative
est très intéressante. Donc on a aussi au niveau, par exemple, de la formation non formelle, l'éducation non formelle, on a des systèmes ouverts pour laisser plus de choix aux enfants ou aux jeunes. Donc c'est très important d'avoir un regard sur cela et de l'intégrer dans notre approche éducative. La deuxième chose, donc je disais, que je trouve très intéressante, l'offre de l'école internationale, mais c'est vrai, il y a des questions qui se posent, et tout le monde le sait, je crois, et là il faut faire attention. Donc, en fait, c'est une offre qui part de l'analyse linguistique du système éducatif, pas seulement, mais surtout. Et donc, les deux questions sur lesquelles il faut toujours de nouveau recontrôler le système des écoles internationales, c'est d'abord la question sociale. Est-ce que toutes les classes sociales sont représentées dans ces écoles? Est-ce que tout le monde a accès à ces écoles? Et en fin de compte, s'il faut faire des choix, est-ce que tout le monde est là? Donc, est-ce que la société est représentée? Ça, c'est sans doute une question qu'il faut toujours retravailler, revoir. Est-ce qu'on est vraiment à ce point-là? Il se peut que ce soit le cas, hein, mais je le dis, c'est une question commune. La deuxième question, c'est comment organiser le vivre ensemble aussi au sein de cette école et au sein de la société, donc l'intégration en général. J'ai utilisé la parole de l'intégration, Eduardo a tout à fait raison, parce qu'on a ce modèle ancien, il fait la différenciation entre la séparation des communautés, de l'assimilation d'une communauté vers l'autre, de l'intégration. Il a tout à fait raison en disant, oui, quelqu'un s'intègre et d'autres doivent s'intégrer, et intégrant, et donc, voilà. Et en fait, on parle aujourd'hui de vivre ensemble, ce qui est beaucoup plus vrai. Chacun vient avec son histoire, son vécu, et on vit ensemble. Donc, en fait, la parole de l'intégration, elle est déjà ancienne, elle est dépassée. Voilà, merci. Merci beaucoup. D'abord, je voulais remercier pour m'appeler pour cette opportunité. Et je vais juste parler de deux petites choses. D'abord, je n'ai pas bien compris si madame, elle parlait de la façon que votre enfant, elle ne pouvait pas aller dans un système, un niveau plus haut. Et ça, c'était le problème, ou qu'elle allait être des années en année. She has passed the year with very good grades, and at the end of the year, the school did not tell me anything. We didn't have any meetings whatsoever. She chose her modules for the next year and everything. And when the school closed, they just told me she cannot be here. She needs to go and do a course in the kitchen or something, because she said she likes to do pancakes during the weekend. That was the explanation I had, and she has very good grades. My question was about, can the school, of course it cannot do that, but I would like to understand what is the process of informing the parents. Surely the parents need to know, and the child needs to know, if there is anything going wrong, there was nothing going wrong. So I'm trying to show that the process is not being followed, the common sense process. C'est peut-être le bon endroit pour poser la question. Peut-être après, on peut en discuter plus facilement. Parce que comme ça, on fait la conclusion, et après, on va tous boire un verre, et on peut en discuter encore. Je vous laisse juste le mot de la conclusion. Donc, l'ascenseur social au Luxembourg, s'il existe, s'il n'existe pas, il est en panne, et conclusion finale de cette table ronde. Je ne dirais pas qu'il est en panne, mais il faut changer, pas beaucoup de choses, mais certaines choses, des détails, principalement. Oui, parce que je vois, comme je vous l'ai dit avant, je vous l'ai demandé et je n'ai pas bien répondu en fait, des modèles de succès, je vais demander. En fait, aujourd'hui, j'ai eu des modèles, j'ai eu des présentations à l'université, 4 personnes qui ont parlé de leur chemin jusqu'à leur parcours scolaire et tout ça. Et ça, vraiment, ça motive. Ça donne une envie de réussir, de, je sais pas, arriver où ils ont arrivé, voir comment je peux faire ça, comment je peux arriver là, comment ils ont fait tout ça et moi je suis encore ici, j'ai encore des années à venir, comment je vais le faire. Donc je crois qu'il n'est pas en panne, mais il faut choisir. Voilà, donc c'est la conclusion. Il est très lent, il est assez petit, on va faire des ascenseurs plus grands et plus rapides. Et sur ces mots,
Je voudrais remercier tous les intervenants ici à table. Je voudrais vous remercier à vous d'être venus. Et pour ça, on va partager un moment de convivialité autour d'un verre. Et je demande juste aux intervenants ici d'attendre 2 secondes en fin de tour de rencontre. Merci beaucoup, à bientôt pour une nouvelle. Merci.